Bonjour. Le chimiste a parfois besoin de vérifier, suite à une expérience qu'il a faite, qu'il a bien synthétisé et fabriqué l'espèce chimique souhaitée. Pour cela, il a besoin de l'identifier. Donc pour identifier une espèce chimique inconnue, le chimiste compare ses caractéristiques à celles d'espèces chimiques connues qui sont répertoriées dans des tables. Donc nous allons dans cette deuxième partie du chapitre 1 étudier certaines de ces caractéristiques. Alors une des premières qui vient à l'esprit est les différentes températures de changement d'état. Une espèce chimique possède une température de fusion, température à laquelle elle fond, et une température d'ébullition, température à laquelle elle se vaporise, et ça qui lui est propre. Par exemple, vous savez que la glace, l'eau à l'état solide, elle fond à 0 degré Celsius et bout à 100 degrés Celsius. C'est d'ailleurs ainsi qu'on a construit l'échelle des températures en degrés Celsius. Alors que si je prends l'alcool par exemple que l'on boit, eh bien l'alcool bout à 78 degrés Celsius et se transforme à l'état solide à la température de moins 114 degrés Celsius. Donc pour mesurer ces températures de changement d'état, expérimentalement, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le banc au flair pour déterminer la température de fusion, et il suffira de prendre un thermomètre pour la température d'ébullition. Alors, une remarque importante pour permettre au chimiste de savoir s'il a affaire à un corps pur ou à un mélange. Un corps pur change d'état à température constante. Graphiquement, on observe que les paliers de changement d'état sont horizontaux, contrairement à ceux d'un mélange. Alors, petite explication quand même de ce graphe qui représente la variation de la température d'une espèce chimique placée dans un bécher, par exemple, en fonction du temps. Si je prends l'exemple de la glace qu'on fait chauffer, si on fait chauffer cette glace au cours du temps, sa température donc va augmenter. À la température de 0 degré Celsius, les premiers cristaux de glace se mettent à fondre. Nous sommes ici, là, sur le graphe. Et il faut un certain temps pour que toute la glace fonde. Et ceci à la même température, donc nous sommes à la température de 0 degré. Et en ce point précis là, le dernier cristal de glace a fondu. L'eau est donc entièrement à l'état liquide et la température du mélange augmente de nouveau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que durant ce changement d'état, pour un corps pur, la température donc du mélange n'a pas varié. Toute l'énergie qu'on a apportée au mélange n'a servi qu'à permettre à l'eau, dans notre exemple, sous forme solide, à passer à l'état liquide, et ce n'est vrai que, je répète, pour un corps pur. Deuxième caractéristique, la masse volumique. Alors comme son nom l'indique, la masse volumique, c'est le rapport de la masse d'un corps sur son volume. Alors vous savez qu'à gauche et à droite d'un signe égal, les unités sont les mêmes. Il faudra donc veiller dans les exercices à ne pas se tromper à ce sujet. Si la masse volumique est en kg par mètre cube, ce sont les unités d'Ancien international d'ailleurs, l'égalité est juste si nous avons une masse en kilogrammes et le volume de ce corps en mètre cube. Même raisonnement si on raisonne en kilogrammes par litre. En kilogrammes par litre, si la masse volumique du corps est en kilogrammes par litre, alors la masse de ce corps est en kilogrammes, le volume de ce corps est en litres. Bien, donc déterminer la masse volumique d'une espèce chimique, pour la comparer à des valeurs connues dans des tables, revient à déterminer sa masse, avec une balance, et son volume. Quand on étudie un liquide, on utilise l'éprouvette graduée. Si c'est un solide de forme simple, par exemple un parallépipède, on peut mesurer avec une règle sa longueur, sa largeur, sa hauteur, puis multiplier ces trois grandeurs. En revanche, si le solide a une forme plus compliquée, sachez qu'une méthode très simple pour déterminer son volume est par déplacement d'eau. En le versant dans un liquide, ce dernier dans l'éprouvette va monter et la différence de volume est égale au volume du solide. Il faut bien avoir en tête que si on prend un même volume de solide, de liquide ou de gaz différent, la masse n'est pas la même. C'est pour cette raison que la masse volumique d'une espèce chimique est une caractéristique propre à chacune d'entre elles. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Dans le programme, il vous est demandé aussi de retenir que 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. En d'autres termes, que sa masse volumique est égale à 1 kg par litre. Donc en grammes par litre, cela donne 1000 grammes par litre. Si on met donc sur une balance 1 litre d'eau, la balance affiche 1000 grammes.
Vous avez sûrement remarqué sur la diapo qu'un litre de mercure, le seul métal à l'état liquide à température ambiante, a une masse volumique 13,6 fois plus grande que celle de l'eau. Donc la masse d'une goutte de mercure est bien plus grande que celle d'une goutte d'eau. Ce qui implique que si on mélangeait de l'eau et du mercure, le mercure se situerait en dessous de l'eau. On aurait un mélange hétérogène. Vous avez bien compris que pour que deux liquides se mélangent ou qu'ils soient miscibles, il faut que leur masse volumique soit la même ou presque la même. Pour être clair, à une même température, à une même pression, la masse volumique d'une espèce chimique ne varie pas. Donc, si je mets cette fois-ci, non pas un litre d'eau, mais un demi-litre d'eau sur une balance, sa masse sera non pas de 1 kg, mais de 1 demi-kg, c'est-à-dire 500 grammes. Bien. Alors, on va résoudre un exercice d'application, histoire que l'on comprenne comment on doit résoudre ce type d'exercice. Alors, on sait que la masse volumique, c'est donné en énoncé, la masse volumique de l'huile est de 900 grammes par litre. La question est la suivante, quelle est la masse de 60 ml de cette huile? Alors, dans un premier temps, toujours, le réflexe à avoir, c'est d'écrire la relation. Donc, la masse volumique de l'huile est égale à la masse d'huile divisée par le volume d'huile. Qu'est-ce qu'on cherche? Une masse. Donc, on doit écrire masse d'huile égale. Donc, elle est égale à la masse volumique de l'huile multipliée par le volume d'huile. Bien. Vous aurez remarqué que je n'ai pas encore utilisé les valeurs numériques. Ce n'est qu'à la fin de l'exercice qu'on les insérera. Donc, la masse volumique est en grammes par litre. Donc, la masse est en grammes et le volume d'huile en litres. Je suis donc amené à convertir les millilitres donnés dans l'énoncé en litres. Donc, 60 millilitres égale 60 fois 10 en moins 3 litres. Et maintenant, on pose le calcul et on donne le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Bien, si vous préférez la méthode qui utilise un tableau de proportionnalité, n'hésitez pas. 1 litre d'huile a une masse de 900 grammes, qui est la masse d'huile, notez X pour 60 fois 10 en moins 3 litres. On trouve le résultat, bien sûr, de la même manière. Bien, on passe à un autre moyen pour identifier une espèce chimique. Donc, troisième moyen, c'est en faisant un test de reconnaissance. Alors, parfois, en effet, c'est plus rapide. Je pense à l'eau. Je place une goutte d'espèce chimique sur du sulfate de cuivre anhydre, donc qui est gris. Si ce sulfate de cuivre anhydre devient bleu, c'est qu'il y a bien présence d'eau. Alors, vous avez vu un certain nombre de tests chimiques au collège pour identifier la présence d'eau, de dioxygène, d'hydrogène, de dioxyde de carbone. Vous les reverrez en travaux pratiques. Dernière sous-partie de cette deuxième partie de chapitre, la chromatographie. Alors, c'est une technique qui permet d'identifier et de séparer les différents constituants d'un mélange homogène. Alors, on commence par un peu de vocabulaire. On place dans une cuve une plaque de chromatographie. Dans cette cuve, il y a un liquide qu'on appelle l'éluant. Donc, au départ, une goutte de différents produits sont placés sur la ligne de dépôt. On a déposé ces gouttes sur cette ligne. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris le principe, si vous mettez seulement une manche de chemise dans votre baignoire pleine d'eau avant d'aller vous coucher, vous ne serez pas surpris d'observer le lendemain matin que cette fameuse chemise est entièrement mouillée. Ici, c'est le même principe. L'éluant va monter sur la plaque et elle va entraîner les différentes espèces chimiques présentes. Et nous allons observer des taches qui correspondent à la position des différentes espèces chimiques sur la plaque qui ne peuvent pas aller plus vite que l'éluant. Donc, l'éluant, les montées jusqu'à une certaine hauteur, appelées front de l'éluant, les taches sont en dessous. Donc, je reprends l'explication. Plus une espèce est soluble dans cet éluant, plus elle se déplace vite dans celui-ci et plus elle migre haut. Si on observe une seule tache, c'est que le produit, ici que j'ai appelé A, n'est constitué que d'une espèce chimique. C'est donc un corps pur. Bien, maintenant, si je prends un corps B et que j'observe sur ce chromatogramme, sur la plaque, 3 taches, c'est qu'en effet, on n'a plus affaire à un corps pur. On a affaire à un mélange. On peut même affirmer qu'il possède 3 espèces chimiques. Alors, comme une même espèce chimique migre toujours à la même vitesse, dans des conditions identiques, il est aussi possible d'identifier des espèces inconnues, par comparaison avec des espèces connues. En effet, lorsque 2 tâches sont à la même hauteur, on peut en déduire
qu'elles correspondent à une même espèce chimique. Donc dans mon exemple, le chromatogramme que vous avez devant les yeux, alors le chromatogramme, c'est-à-dire c'est ce qu'on obtient finalement suite à une chromatographie. Donc je reprends, sur ce chromatogramme, on peut observer qu'une tache au-dessus de B est à la même hauteur que l'unique tache au-dessus de C. Donc on peut en conclure que C est un corps pur et que cette espèce chimique est contenue dans B. En revanche, la tache au-dessus de A n'est pas à la même hauteur que celle d'une des taches au-dessus de B. On peut donc affirmer que le mélange B ne contient pas l'espèce chimique notée grand A. Donc si on revient au chromatogramme que je vous ai montré, que je vous ai présenté tout à l'heure, on avait déposé 3 colorants alimentaires. Un colorant bleu, c'est marqué bleu en bas à gauche, un colorant jaune, J, et un colorant vert sur la ligne de dépôt. L'éluant est de l'eau salée. On observe une seule tache verticalement à gauche, donc le colorant bleu est un corps pur. Même raisonnement et même conclusion pour le colorant jaune. Bien. En revanche, on observe verticalement 2 taches au-dessus de l'endroit où on a déposé une goutte de colorant vert. Donc on en déduit qu'il possède 2 espèces chimiques, et on peut même dire mieux, c'est qu'il possède le colorant jaune et le colorant bleu qu'on a aussi étudié, puisque les taches correspondantes sont à la même hauteur. J'ai donc réussi à séparer les espèces chimiques du mélange, et je les ai identifiées. Voilà, c'est fini pour cette partie, il ne reste plus qu'à nous entraîner pour vérifier qu'on a bien compris.